Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast assez imprévu mais que je fais avec plaisir en compagnie du bûcheron du cinéma que vous découvrez ici sur la chaîne. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Bah, merci beaucoup pour cette invitation. C'est imprévu, mais avec grand plaisir pour parler d'un film très particulier. C'est ça, ouais, sur un coup de tête comme ça. Alors le bûcheron du cinéma, vous pouvez le trouver sur Twitter avec quelques avis cinéma très intéressants. Et ici, en discutant en privé comme ça, et que, hop, j'étais en train de voir un film, et 20 minutes avant la fin, je me dis, il faut que j'en parle. Mais il faut que j'en parle avec quelqu'un, et je sais que tu l'avais vu, et que tu l'avais suffisamment apprécié pour qu'on puisse donc discuter sur ce Shin Kamen Rider. Alors le titre, comme ça, paraît étrange. Certains y ont peut-être reconnu le nom d'une série des années 70, Kamen Rider. Et en effet, Shin, qui est au Japon veut dire nouveau, c'est une sorte de reboot, si vous voulez, en live action, en film, réalisé par un certain Hideaki Anno. Et ce nom vous dit peut-être quelque chose. Alors oui, il a travaillé avec Miyazaki Ghibli au début de sa carrière, mais depuis surtout, il a volé de ses propres ailes, et c'est lui le créateur d'une des meilleures séries d'animation de l'histoire, à savoir Neon Genesis Evangelion. Et depuis, il s'est essayé au live action, notamment en réalisant Shin Godzilla, il y a 6-7 ans, je crois. Et du coup, là, cette année, il nous propose sa version de Kamen Rider, Shin Kamen Rider, qui est une sorte de relecture donc, de cette série de super-héros à moto, on va simplifier pour l'instant, qui a été très populaire au Japon et qui est peut-être venu un peu en Europe, mais moins que d'autres, hein, mais quand même. Ah, c'est beaucoup plus connu au Japon. C'est vrai. Chez nous, c'est très, c'est un peu obscur, hein. C'est ça. Mais c'est dans un domaine, alors, si vous voulez, on peut comparer grosso modo ça sur les scènes d'action et de bagarre à Bioman ou Power Rangers. Enfin, je fais simple. Totalement. C'est Sentai japonais. Ou, si vous l'avez vu l'année dernière, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Ah oui, oui, c'est ça. C'est une magnifique parodie de ce genre. Voilà. C'est ça. Mais ici, donc, alors, au casting, on va citer 2-3 acteurs pour le fun. Le principal, donc Kamen Rider, hein, Sosuke Ikematsu, qui a débuté sa carrière, le monsieur, à 12-13 ans, dans Le Dernier Samouraï, avec Tom Cruise. Voilà. Ça peut Oh. paraître étonnant, mais oui. Et à ses côtés, on a Minami Amabe ou encore Tasuku Emoto, des gens qui vous disent peut-être rien, mais qui ont fait pas mal de choses au Japon. Et alors l'histoire est simple sur le papier, mais compliquée à la fois. Bon, on va du coup être assez vague sur sur le synopsis. On va suivre un motard, hein, Takeshi Hongo, qui est kidnappé puis sauvé. Voilà, hein. Il y a une organisation Shocker, une sorte de conspiration internationale, qui joue avec l'intelligence artificielle et qui a lavé le cerveau de ce monsieur et l'a transformé de façon humain augmentée en super-héros sauterelle, parce que c'est ça, hein, c'est Grasshopper Hog One. C'est un peu. Parce que nous, on l'a vu en VO sous-titré anglais. Non, je ne sais pas si tu l'as vu en sous-titré. Non, en sous-titré français. Société français, ouais. Alors après, voilà. Il n'y a pas de VF, je crois. Et Non. du coup, ce monsieur qui est devenu malgré lui une forme de héros doit faire face à sa condition et accepter son destin pour faire le bien. Parce qu'au début, il a été utilisé pour faire le mal. Il va être émancipé par une jeune femme qui s'appelle Ruriko, qui est la fille d'un docteur. Et il va essayer maintenant de combattre cette organisation qu'il a transformée ainsi, je simplifie. Et il va donc devenir une sorte de super-héros avec cette jeune femme qui aussi a peut-être certains pouvoirs, on ne sait pas trop. Et on va suivre du coup ses aventures sous forme d'aspect sériel dans le film, puisque c'est un hommage à la série de base. On va avoir quelques pastilles comme ça de 25-30 minutes, mais qui sont cohérentes dans l'univers, puisqu'il va affronter plusieurs monstres, sans vous dire, enfin, plusieurs mutants, pour arriver au boss final, peut-être, ou pas, hein, qui serait en lien avec cette intelligence artificielle. Donc on va monter crescendo dans l'enjeu. Et il va se passer des choses qui nous ramènent à la dramaturgie habituelle, philosophique et au questionnement d'Hideaki Anno. Grosso modo, si vous avez vu que Evangelion de lui, vous allez être, à mon avis, bercé par les mêmes thématiques, et on y reviendra après. Mais d'abord, grosso modo, quel est ton avis sur ce film donc, que tu as découvert aussi sur Amazon Prime il y a quelques jours? Oui. Ça a été une excellente surprise parce que Kamen Rider, je connaissais un peu de nom quand même, parce que j'aime bien
la culture Sentai au Japon, mais j'avais pas vu plus que ça, parce que c'est assez difficile à trouver en France. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est la réinterprétation de la toute première série, donc il y a des éléments qui reviennent de la première série, et ce fut une excellente surprise pour le coup, parce que en fait, il y a cet aspect sériel qu'on retrouve du Sentai dans la réalisation, notamment l'introduction du film, qui est un mélange en fait de la réalisation purement kitsch, un peu fauchée mais très créative, et ce mélange de questionnement philosophique sur la vie, sur le concept même du concept de Sentai, que Anno adore questionner ces thématiques-là, ce soit dans Godzilla avec justement les kaiju, là avec le Sentai, et on retrouve une réalisation qui est à la fois très splendide, très kitsch, mais surtout très, très créative dans les scènes d'action. Il fuse d'idées, d'animation, quasiment on rentre dans le cinéma d'animation, tellement d'idées à la fois. C'est un film qui fuse d'idées de partout, qui n'est pas parfait dans son exécution, parce que son aspect sérieux, c'est aussi ce gros défaut, une sorte de routine qui s'installe, et au bout d'un moment, ça devient un peu redondant, même si du coup, il y a toujours cette espèce de surprise. Quel Hog on va découvrir, quelle va être sa capacité, et comment est-ce que la caméra va filmer ses pouvoirs, en fait. Voilà, à peu près. C'est ça. Et c'est vrai que là, tu mets le point sur un truc très important, sur la mise en scène. On voit qu'Hideaki Anno, il vient de l'animation. Parce que sur les scènes de combat, alors, il y a des visuels qu'on a déjà vus ailleurs, même si on ne connaît pas la série Kamen Rider, notamment quand ils s'envolent, enfin, quand ils vont faire leur petite chorégraphie avant de se battre, avec les zooms ou unzooms de la caméra. On est vraiment dans ce genre de combat-là, ce qui peut conférer à une forme de kitsch, mais ça, c'est plutôt dans l'hommage. Il faut le revoir en mode contexte années 70 remis ici au goût du jour, mais c'est fluide et en même temps très rythmé et dynamique sur les combats. Il n'y en a pas énormément d'ailleurs de combats. Il ne faut pas croire que c'est un truc purement que d'action, loin de là. Il y a beaucoup de dramaturgie, il y a beaucoup de plans posés, on y reviendra après. Et c'est super intéressant, il est très inventif, Anno, donc sur l'utilisation de caméras proches. Il y a beaucoup de... je pense qu'il a à peu près utilisé toutes les techniques de visualisation de combat possible avec ses caméras. Donc ça, c'est très très bien. On sent qu'il a travaillé son sujet. C'est pas juste un hommage en mode oui, j'ai la possibilité de le faire, je le fais comme ça entre 3 dimanches, quoi. Et alors, au-delà, du coup, ça va parler aux fans de la série de base. Alors nous ne sommes pas connaisseurs de la série de base, donc c'est vrai que vous tombez sur ce film, et à certains moments, vous pouvez vous sentir à l'écart. Notamment au niveau du rythme. L'aspect sériel, l'aspect ça se bat, l'aspect parfois un peu comique décalé. Avec quelques personnages de Hog, notamment la femme scorpion, là. L'histoire de total ecstasy et tout, elle prend du plaisir à tuer. Très surjoué, ça rappelle la méchante de Power Rangers à des moments. Oui, mais c'est ça. Rita, je crois, c'est son nom, c'est ça. Mais c'est ça, mais déjà que ça avait été parodié dans la série, alors la web série française, parce que c'est l'une des premières web séries françaises, et je la cite souvent quand je suis dans ce contexte-là, c'est France 5. Ah oui. On a ça aussi. Et donc, vraiment, c'est des trucs qui sont des gimmicks des années 70-80. Et en plus, c'est super bien filmé. C'est drôle, mais c'est bien filmé. Et à côté de ça, vous avez des grosses réflexions philosophiques sur l'existence au sens large, sur la famille, sur le transhumanisme aussi, parce qu'on a l'intelligence artificielle qui est là. On a donc ces personnages augmentés, même si ce n'est pas des cyborgs, c'est tout comme. Hein. Il y a une histoire de souffle de vie, d'énergie vitale qui est nommée en tant que prana, qui vient du sanskrit, donc c'est peut-être quelque chose qui a trait à l'hindouisme ou au bouddhisme, je ne sais pas. On voit la philosophie religieuse aussi indirecte de Hideaki Anno, parce que dans Evangelion, c'est clairement ça, hein, c'est référence à la Bible tout le temps. Et il met ça donc dans ses réflexions, et il y a une vraie dramaturgie dans le film. Moi, c'est ça qui m'a plu. Bon, l'aspect sériel, il y a des moments, etc., mais tu peux comprendre ou pas, peu importe. Mais il y a ce début, avec donc l'émancipation potentielle de ce héros qui va prendre son destin en main, qui a un rapport avec le père aussi, et ça va rappeler Shinji dans Evangelion, et ça on y reviendra plus en détail dans les spoils. Il y a cette femme qui le sauve au début, et son père est scientifique, là aussi on y vient, et il y a toute l'histoire de famille qui va aller plus loin plus tard. Idée de transmission aussi, et idée de visée d'avenir, sacrifice, on a du pur Anno là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que tu l'as déjà dit. Toutes ces thématiques sont là, et c'est très fort parce qu'il s'approprie le matériau de base pour en faire quelque chose très à lui.
Totalement, et même j'irais encore plus loin, c'est en fait un anneau qui on sent qu'il est passé par, Shin Evangelion du coup, qui est le dernier film Evangelion qui est sorti, Oui. c'était en 2021 Mmh. et on sent qu'en fait il a, en fait pour moi c'est Shin Evangelion, je vais revenir très rapidement sans passer, pas trop de détails non plus, mais pour moi c'était un film qui en fait il devait se libérer d'Evangelion. C'était un Oui. film où il devait passer à autre chose et on sent notamment il y a un plan fixe sur des rails qui concluait Shin Evangelion et que là on Mmh. retrouve en fait tout son aspect émancipation en fait de parce qu'Evangelion ça racontait sa souffrance intérieure et sa dépression. Il est passé par de nombreuses phases de dépression et là on sent que c'est un anneau qui est libéré avec sa réalisation. Il se permet du coup d'aller vers des séries Sentai parce qu'il est libéré de tout ça tout en revenant à son cœur pur et pour moi c'était accepter son passé pour aller encore plus loin et en fait Shin Kamen Rider c'est vraiment ce film en fait de la liberté pour Anno je trouve C'est en tout cas. vrai. Et même un film presque d'espoir par moment, on y reviendra pour la finalité, et on sent en effet qu'après avoir conclu l'arc Evangelion, il en avait besoin, là il s'ouvre un peu, mais en gardant quand même cet aspect réflexion des choses. Et en jouant sur l'aspect dramatique, évidemment, parce que ici, il y a tout ce nœud qui est très fort sur les relations familiales, entre autres. Et aussi, bon, cette organisation secrète, Shocker, euh, qui est presque là comme un prétexte, mais quand même. On voit donc le monde est en danger. Il y a même un personnage qui veut réduire l'humanité à néant. C'est très simple, hein. C'est Ah des oui. méchants. Lui aussi, d'ailleurs, ce grand méchant dont on ne dit pas plus grand-chose pour l'instant, a cet aspect revanche par rapport à un drame familial. Il y a tout le temps, hein. Il y a tout le temps ça. Et ses plans. Alors, ça va nous mener vers la zone spoiler après, mais on a des moments, oui, il y a de l'action, bien sûr, oui, il y a du kitsch, oui, il y a du drôle, oui, il y a des dialogues parfois qui peuvent, pour nous, être bizarres, mais il y a un contexte aussi. Mais il y a des moments où Anno contemple la destinée et la tragédie de ses personnages par des plans fixes, notamment. Des plans où il observe ce qui se passe, avec une magnifique photographie à chaque fois, hein. Ça joue beaucoup sur les lumières, le soleil. Et sur ces plans-là, je revoyais Evangelion, moi, personnellement. Enfin, je ressentais quelque chose. Je suis pas en train de dire qu'il y a un plan qui va me rappeler un plan précis de la série ou du film, ou des films d'ailleurs, Oui. mais il y a quelque chose où il se pose, et je pense qu'il pose lui-même sa caméra pour réfléchir sur ce qu'il fait. Je pense qu'il est conscient de ce qu'il fait à ce moment-là. Il est conscient de son parcours aussi. Il a fini un cycle avec la fin d'Evangelion, mais là, il revient peut-être aux sources de ce qu'il a inspiré, c'est-à-dire ces séries-là, ou ces films comme Godzilla, etc. Je pense que c'est ça qui, tout petit, lui a donné envie Heu d'être un artiste. totalement, c'est, bah, de toute façon, quand il travaillait encore sur Evangelion, il revisitait déjà Godzilla, Bien sûr. sorti sur Netflix, Ultraman, qui est une très vieille série japonaise, très, très culte et importante pour le Japon et il a, Kamen Rider, qui est aussi une série importante du Japon et on revient à la source même, vitale, en fait, comme tu disais, il y a la thématique de la vie et pour lui, en fait, la vitalité de son œuvre réside dans la revisite de ces genres-là, pas juste pour dire: «Je revisite», mais pour en apporter un propos et que Mmh. lui, en fait, quand il les a découverts enfant, ça lui a apporté quelque chose avec cette mise en scène très kitsch. Il l'assume complètement, même le film l'absorbe avec grand plaisir. C'est pas pour s'en moquer et pour apporter une réflexion adulte sur ces séries-là, parce que pour lui, ces séries-là racontent quelque chose et ont un propos pertinent à dire sur, notamment ces personnages, qui se questionnent eux-mêmes sur leur Mmh. violence, parce que ces séries-là, on paraît pas, mais en fait, ce sont des gens qui se battent entre eux, quoi. Oui. Et cette angoisse aussi de la faim et du vide. Parce que quand on y pense, là, il y a donc l'humanité qui est en danger, avec cette intelligence artificielle et des gens autour qui veulent asservir absolument l'humain, hein, pour faire simple, hein. Mais il y avait cette angoisse du vide et de la fin de la civilisation dans Shin Godzilla aussi, et bien sûr dans Evangelion. Et l'idée du vide, justement, quand quelque chose se passe, qu'il y a une perte, qu'il y a une tragédie, il y a la réflexion du vide sur le moment, et ces plans-là, à certains instants, sont vraiment dans le vide, mais ils sont beaux à la fois. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que dans Evangelion, combien de plans, combien de séquences sont magnifiques, mais sont déchirantes
chaque fois qu'on les Ah insulte. oui, il y a la célèbre scène où Shinji tient Kamuro et que ce plan dure très longtemps parce qu'à Oui. l'époque, la série était en manque de budget et ça en donne un des plans les plus magnifiques de l'histoire de l'animation japonaise où en fait tu as toute cette tragédie qui emplit et en fait qui questionne le personnage intérieurement et ces plans aujourd'hui sont très moqués mais pour moi c'est si en réside en fait une force et une volonté de vouloir raconter quelque chose Et puis là-dedans. donc là, on va arriver dans les spoils et tout. Hein. Maintenant, il faut avoir vu le film, ou pire, hein, c'est pas grave. Si vous voulez quand même être spoilé sans avoir vu le film, je sais que certaines personnes, ça les dérange pas. Donc, spoiler, quelque part dans le film, Hongo, donc Kamen Rider, le premier, parce qu'on va y revenir, il y en a d'autres. Enfin, c'est marrant, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Et lui plus Oui. l'autre, c'est un autre. C'est très fort. Et Ruriko. Alors, Hongo et Ruriko, donc ceux qui se sauvent et qui se sauvent mutuellement au début, pour moi, dans ce film, ce sont des alter ego de Shinji et Rei de Evangelion. Voilà, je pose ça là. Pourquoi pour Hongo, Shinji? Parce que son rapport au père est violent. On sent, il veut pas être comme son père, mais aussi être comme son père. Ça rappelle un petit peu Shinji quand même avec son père hein, dans Evangelion. Et puis Rei, Ruriko, Rei, parce qu'elle a ce côté mystère et on sent qu'elle est plus que ce qu'elle n'est sous nos yeux. Alors, il n'y a pas une histoire de clonage là. On sent que Ruriko, c'est aussi une augmentée, une hog, qui a des liens. Et puis on voit que en fait, à travers le sacrifice, derrière, il y a une notion de sacrifice, de double sacrifice d'ailleurs, pour transmettre au-delà de la vie son énergie. Donc il y a ce point-là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais clairement, je pense qu'il s'est approprié ces deux personnages. Maintenant qu'il a fini Evangelion, qu'il a conclu cet arc, il ne l'avait pas fait pour Shin Godzilla, il était encore dedans. Hein. Oui. Là, j'ai un peu l'impression que maintenant, il se permet clairement de faire des parallèles parce que il se sent à l'aise avec ça. Ah oui, totalement. Il avait à dire tout ce qu'il avait à dire à dire sur ses personnages, parce que quand il refait du coup Evangelion avec un plus 1, bon bref, avec ces titres à Oui, rallonge qui ça. n'ont plus aucun sens et, euh, et en fait, il avait revisité Rei, qui à l'époque dans la série était vraiment un penchant nihiliste pour Shinji et qu'il allait sombrer. Dans Evangelion, c'était plus une note d'espoir. Et là, c'est ce qu'on retrouve dans Shin Kamen Rider. C'est en fait ce personnage féminin qui est à la fois très froid et qui en fait permet au personnage principal de gagner justement en humanité et en vitalité. Et c'est après sa mort qu'il va vraiment développer des sentiments et vraiment des vraies émotions en fait. Puis le truc aussi, alors là, c'est clin d'œil, mais peut-être que c'était comme ça dans la série de base. Hein. Chaque hog qu'ils affrontent, c'est 0-1, 0-2. Ça rappelle Eva 0-1, Eva 0-2. Enfin, moi, ça m'a amusé, mais je ne sais pas, du coup, si c'est le clin d'œil ou c'est un auto-clin d'œil à lui. Et puis, non, mais c'est pour ça que là-dessus, on peut toujours fantasmer des choses. Mais et puis, donc, la notion, à la fin, on se retrouve quand même avec deux autres Kamen Rider, pour faire simple. À un moment, ils vont sauver un autre qui était lavé de cerveau, qui s'avère être un effet miroir de notre Kamen Rider héros, qui pourrait devenir un Kamen Rider à ses côtés, qui d'abord refuse, puis après, finalement, va accepter. Du coup, on a Kamen Rider 1 et Kamen Rider 2. Je crois que c'est un hommage à la série, parce que j'ai lu un truc sur la série, comme quoi le premier Kamen Rider, l'acteur s'était blessé lors du tournage, du coup, ils en ont amené un deuxième pour le remplacer, et quand il est revenu, du coup, il y a eu deux Kamen Rider, et c'était pas prévu. Donc là, on a deux Kamen Rider qui affrontent le Kamen Rider 0, l'originel, la source, quelque part. C'est un petit peu comme l'ange originel dans Evangelion sur deux. Enfin, et puis surtout qu'il s'appelle Papillon Hog, qui a des ailes et rappelle beaucoup du coup les ailes des Eva. Bien sûr. Et que du coup, on sent que c'est quand même Anno qui dit qu'il doit combattre en fait toujours la source. En fait, c'est toujours un combat intérieur en lui-même, hein, même s'il a été libéré d'Evangelion, un peu libéré de ses démons. C'est des démons qui resteront toujours, et que en soi, en explorant ce passé et ces personnages qui représentent une partie de son passé, une passé joyeuse à découvrir des œuvres, combattent une part beaucoup plus sombre de cette œuvre-là, avec l'œuvre qui a incarné en fait tous ces démons. C'est ça, faire face à lui-même, faire face à la source, comme Shinji devait se battre plus contre lui-même, limite, à un certain moment. Et là, il n'a pas peur de montrer la mort hein, dans ce film. Enfin, nos personnages principaux meurent, hein, tout simplement. Oui. Ruriko se sacrifie pour transmettre son énergie à travers le casque de Hongo. C'est magnifique parce que
elle a prédit sa mort pour pouvoir, avec son énergie et celle de Hongo, battre une personne face à elle, qui s'avère être son frère en plus. Hein. C'est ça, c'est un combat familial, c'est assez violent quand on y pense. Et à la fin, Hongo meurt aussi et transmet le pouvoir du Kamen Rider à Kamen Rider numéro 2, qui l'accompagnait jusque-là. Mais la mort n'est pas une finalité. C'est aussi ça le message. Et une idée de connexion. C'est pour ça que je parlais de transhumanisme dans un sens, oui, à travers la mort. Comme il y avait cette idée de transhumanisme dans Evangelion quand les pilotes se connectaient à leurs Eva qui sont des anges déguisés. Enfin bon, c'est une idée d'opposition là aussi, d'ailleurs, de dualité également. Totalement. Et à la fin, t'as quand même, c'est très triste ce qui se passe, des sacrifices, des morts familiales et tout, mais c'est positif parce que au-delà de la mort, ça continue. Et la fin, je la trouve hyper optimiste pour du Hideaki Anno. Je sais pas si c'est pas sa fin la plus optimiste d'ailleurs aussi. Ah, je pense que oui, complètement. De toute façon, avec déjà Evangelion 3.0 plus 1.0, Shin Evangelion, c'était déjà une fin très positive où tu avais cette scène où il retirait le collier et que enfin Shinji était libéré d'Evangelion en soi. Et là, il va encore plus loin parce qu'on sent que c'est Anno qui est enfin libre, mais pour de vrai. Pas comme The End of Evangelion, c'était une fausse libération en détruisant son œuvre. Là, c'est pas détruire, c'est littéralement bonifier l'œuvre parce que du coup, le costume qu'a Kamen Rider 2, c'est le même costume que dans la série, quasiment le même que dans la série. Du coup, je viens de regarder les images et c'est quasiment le même. Ce casque beaucoup plus argenté, cette armure verte et tout, c'est vraiment l'armure de la série, quoi. Ah, c'est le retour aux sources totales. Et c'est marrant parce que le dernier Shin Evangelion, qui s'appelle aussi 3.0, 1.0, là, à la fin, on a Kamen Rider numéro 2 plus 1. C'est ça. Donc, non, mais il y a vraiment de l'autoréférence, mais c'est psychologique, c'est presque une psychanalyse finale qui fait là. Et c'est vrai que magnifique finale à moto sur cette route-là, un pont au-dessus de la mer vers le coucher de soleil ou le lever de soleil, on ne sait pas, vers l'avenir en tout cas. Liberté potentielle à fond avec la moto. On pourrait presque penser à certains moments. Alors, je pensais à Speed Racer, mais à moto, du coup. Ah, totalement. C'est vrai que Speed Racer des sœurs Wachowski aussi pourrait. Il y a cette idée-là. Je pense que les sœurs Wachowski connaissaient Kamen Rider, étaient très fans de Kamen Rider. C'est sûr et certain. C'est vrai que quand on y pense, il y a de ça. Et magnifique finale. Alors après, il reste des zones d'ombre qui peuvent faire une suite, hein, après tout, pourquoi pas. Shocker, l'intelligence artificielle, on en oublie presque ça à la fin. Est-ce que c'est dommage ou non? C'est vrai qu'à un moment, on a ce hyper antagoniste qui est passé au second plan, parce qu'on est dans des trucs plus familiaux. Alors c'est marrant, une intelligence artificielle qui se serait émancipée de son créateur, tiens, c'est peut-être aussi un truc qui nous renvoie à Mission Impossible, Dead Reckoning. Ah oui, totalement. C'est très drôle, comme les films aujourd'hui se connectent, sur une sorte d'idée post-modernisme et que pour moi, Anno arrive à très bien analyser, même si, est-ce qu'il en est conscient ou pas du post-modernisme? Sûrement, mais peut-être pas tant que ça, et c'est fait délibérément, et ce qui en donne quelque chose finalement de très très pur en fait, dans l'autoréférence et dans l'analyse, parce que c'est pas, il se regarde le nombril pour juste se regarder le nombril, c'est une vraie démarche artistique pour le coup, et pour moi c'est ce qui ressort du meilleur du postmodernisme, de s'analyser lui-même dans le passé pour aller vers le futur, et c'est en ça que pour moi ça doit redécider. Et comme par hasard, c'est ce que racontait pour moi Lana Wachowski dans Matrix Résurrection, et c'était pas juste une copie carbone de Matrix 1, mais c'était pour aller vers l'avant, parce qu'aujourd'hui on peut utiliser le passé pour aller vers l'avant et aller vers l'avenir positif. Ah, mais nous sommes là vraiment dans des questionnements actuels à travers des œuvres SF, etc. Et c'est pas un hasard si ce motif revient, je pense. Et puis de toute façon, déjà, c'est cohérent dans la filmographie, dans l'œuvre de Hideaki Anno, parce que cette idée de surhumain, entre guillemets, d'humain augmenté, bah oui, de toute façon, dans Evangelion, c'était ça. Aussi, quand Shinji se connecte, il devient autre. Et c'est pas joyeux tout le temps, quoi. Donc, et puis utiliser ses colères et ses angoisses intérieures pour les surpasser et essayer de faire le bien, d'exister en faisant le bien, c'est ça aussi, hein, que décide le choix très fort de Hongo, le premier Kamen Rider, c'est de faire le bien, d'être empathique, comme son père qui est mort sur le terrain
Il devait être dans les forces spéciales ou aux policiers, je sais plus. On voit ce flashback un peu en noir et blanc. Ouais, il était policier, ouais, c'est ça. Et tue le père d'ailleurs. Tiens, Anno, là, il tue le père, hein, le fameux père qui a le père de Shinji ici. Bon, voilà. Mais quelqu'un qui était empathique, qui était super bien dans son travail, mais qui n'osait pas utiliser son pouvoir. C'est pour ça qu'il est mort. Et donc Hongo, le fils, veut faire comme son père, mais il n'est pas comme son père parce que lui, il utilisera le pouvoir. Et tellement qu'il utilise ce pouvoir, c'est qu'il transcende celui-ci pour se sacrifier et devenir autre, devenir une forme d'âme, de fantôme, si on veut, conscient, qui va aider l'autre Kamen Rider. Je trouve ça très très fort. Ah, moi, pareil, et c'est vraiment en fait cette idée de, une fois, ouais, de transhumanisme qui n'est plus, encore une fois, mais c'est très anneau, ça, en fait, on revient toujours aux mêmes thématiques, mais il arrive à la fois à les explorer totalement différemment et à revenir toujours à son extrême source, et c'est un peu ce que raconte le film, c'est de revenir à une source pour aller vers l'avant avec ce sublime plan à moto avec le soleil. Et d'ailleurs, tu en parlais, le soleil, en fait, qui est toujours cet élan de vitalité, de vie, en fait, qu'on retrouve, et justement très, très axé sur la religion bouddhiste, c'est que après la vie, il y a quelque chose après la mort. Et que ça nous entrera toujours, quoi. C'est ça, et puis même l'espoir, etc. Parce que même à travers la mort de Ruriko avant, eh bien, elle laisse ce message de bonheur en disant j'ai été heureuse, merci, parce qu'elle a trouvé un ami qui l'a protégée. Il n'y a pas de romance, on ne force pas une fausse romance, en plus c'est très bien ça. Le film occidental aurait mis une romance là, tu vois. Ah oui, totalement. Du coup, elle remercie, elle se sacrifie en étant heureuse. Moi, je trouve c'est intéressant, c'est que alors, je ne sais pas quelles sont les croyances personnelles de Hanno, mais comme il a toujours navigué autour de la religion, de la philosophie, il se questionne ça. C'est que là, on voit qu'il va bien, parce qu'il n'a plus peur de la mort, grosso modo. Oui, Il n'a plus peur de ce vide, je pense. À un moment, on le voit le vide dans le film, mais c'est plus dans une forme de beauté, de contemplation et de réflexion après la tragédie. Mais il transcende le vide. Comme il le fera peut-être avec la fin d'Evangelion d'ailleurs, enfin la fin, parce qu'il y a plusieurs fins dans l'Evangelion, c'est un peu compliqué. Oui, le dernier en tout cas, c'est que oui, il a vaincu cette peur-là. Et avec ce film, je crois que c'est clair et net, il a vaincu cette peur. Ah, totalement. C'est en fait là où à l'époque il utilisait les symboles christianiques, même si on nous a toujours dit que c'était juste esthétique, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus que ça, parce que dans la religion christianique, avoir peur de la mort, c'est en fait se questionner sur la religion, sans faire un cours de religion, c'est plus la peur de la mort et est-ce qu'il va y avoir quelque chose après la mort. La religion bouddhiste, c'est quelque chose de, pas forcément de plus joyeux en fait. En fait, on accepte la mort parce que elle est une fatalité, mais pas une fatalité triste, mais une fatalité qui finalement est vitale. Et du coup, on ferme la zone spoiler, hein, parce que je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui. On aurait pu parler des agents du gouvernement, mais là, c'est plus pour la limite la rigolade ou pas. Ça rappelle un peu Shin Godzilla aussi. Ils les utilisaient beaucoup, les agents du gouvernement, enfin les gens du gouvernement. Et pour conclure, bon, pour faire simple, en quelques mots, comment donnerais-tu envie aux gens de découvrir ce film? Moi, je dirais que c'est un. En fait, j'avais vu une critique sur Twitter, c'était, je crois, le bonhomme du cinéma français qui disait que c'est un film qui comprend très bien ce que c'est d'être un super-héros. En fait, accepter l'héritage un peu kitsch, un peu très, très naïf de ce genre et l'utiliser pour raconter quelque chose d'autre. Accepter l'esthétique et l'essence même de cette œuvre pour aller beaucoup plus loin. Mais je dirais qu'aussi, c'est pas parce que c'est un scénario qui paraît assez ancien et qu'on va pas forcément expliquer d'où viennent certains éléments et sont exposés parce que c'est l'aspect sériel. Vous allez retrouver quelque chose d'autre et je pense que c'est une ouverture d'esprit comme ce que veut dire Anno à travers son film. Oui, c'est exactement ça. En plus, c'est intéressant parce que ce film est réussi dans le sens où, à la fois, les fans de la série de base, à mon avis, vont être contents, et celles et ceux qui découvrent, comme ça, comme nous, hein, en ne connaissant pas trop l'univers de base, seront contents aussi. Parce que si vous aimez Hideaki Anno, vous allez être content. Si vous aimez la série de base, vous allez être content. Si vous n'aimez ni l'un ni l'autre, ou connaissez ni l'un ni l'autre, vous risquez d'être content quand même par rapport aux évolutions du film.
Et oui, c'est ça, c'est le film qui transcende les choses. Ouais, c'est ça, transcendance des genres, c'est un film trans C'est encore. ça, Tiens, c'est intéressant, comme beaucoup de films des Wachowski. C'est totalement. transcender l'héroïsme pour en faire quelque chose d'humain aussi, parce que derrière le héros, il y a l'humain. Transcender l'humanité à travers ses augmentations, mais questionner cela aussi. Pour quel avenir, bien ou pas bien, et si justement le film est très intéressant à ce sujet, et transcender les clichés et les stéréotypes qu'on peut avoir aussi sur ces films, oui, cette dimension sérielle de base qui peut être un peu kitsch, mais derrière, ça montre aussi l'origine des obsessions artistiques de Hano, un passage obligatoire et intéressant aussi de voir d'où vient la caution artistique pardon, d'Hideaki Anno, et il en fait quelque chose à lui. C'est ça, c'est son œuvre. C'est son œuvre qui s'inscrit dans son œuvre en général. Donc franchement, foncez, regardez-le ce film, que vous connaissiez ou non les œuvres d'Anno ou la série de base, peu importe. Laissez-vous tenter, laissez-vous surprendre par certaines scènes d'action un peu drôles. Totalement, et qui sont pas, et qui sont à la fois, on utilise des zooms, oui. des zooms très stéréotypés de ce genre-là, mais aussi ça va dans des idées, dans des speedlines. Il y a ce combat entre les deux Kamen Rider 1 et Kamen Rider 2 où ils jouent sur les bons très abusés des personnages et ça donne quelque chose qui est très décomplexé mais qui est très jouissif et qu'on voit que bah, ce n'est pas grave en fait si par exemple un cut n'est pas très bien effectué ou un truc. En fait, s'il y a l'iconisation et la puissance de l'action qui est derrière, bah, c'est pas grave. Comme quand on regarde un film de John Woo, les cuts n'ont pas forcément de raccord, même s'il y en a quand même, hein, c'est pas pour dénigrer tout ça. Mais c'est juste qu'en fait, il y a quelque chose de spectaculaire dedans, en fait. On y trouve une vitalité spectaculaire, je trouve. Oui, puis en plus de très beaux costumes aussi, on n'en a pas parlé, qui peuvent être kitsch parfois, mais quand même, moi je trouve que c'est très bien. Ça Mais colle c'est très bien parfaitement. fait, c'est très bien fait pour le coup. C'est une beauté, c'est une beauté très ancienne qu'il y a dedans. Oui, c'est ça, c'est un hommage vraiment à ce style-là. Mais c'est aussi un film qui s'inscrit dans une modernité, donc c'est très intéressant, qui transcende les époques aussi, du coup. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, comme ça, à chaud, vraiment au débeauté, comme dirait un collègue, je cite Romain Rambo, si tu passes par là. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, et puis découvrir aussi d'autres personnes comme ça en discussion, hein, c'est important. Il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, parce que c'est un super film, et voilà, et j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller le voir, parce que pour moi, c'est vraiment une petite pépite qui va passer sûrement dans l'inconnu, dans les tréfonds de Amazon Vidéo, et c'est souvent ces films-là qui sont plus intéressants que... Pour moi, c'est vraiment genre un film, un vrai bon film de super-héros, si vous... Voilà. Pour conclure, si vous devez le prendre, prenez-le comme un vrai film de super-héros si Marvel acceptait l'héritage de trucs. Voilà. Désolé, c'était... Ouais, non, c'est pas une tacle gratuite pour dire tacle gratuite. C'est pour moi, en fait, ce que Marvel aurait dû faire avec son Ant-Man 3, par exemple. Accepter ça. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de cynisme ici, du coup. C'est ça qui est bien. Ben, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, tout simplement, sur ces mots. À la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Ciao.